un orateur qui est docteur en économie. Il est aisé par Jean-Hervé Lorenzi, le patron des économistes en cercle, vous savez, et il est consultant en Comcorp. Alors, c'est pas la communion corporelle, ça aurait été intéressant, ça aurait eu un succès fou ici, mais c'est la communication corporate. Et vous nous dites d'emblée, Robert, qu'il s'agit d'un métier suspect. Vous vous définissez comme un accompagnateur du changement, finalement comme l'était à leur façon Darwin et Peter Greenaway. Vous défendez l'enfance maltraitée aussi, et vous avez créé pour cela un fonds méditerranéen d'investissement important dans son domaine. Et très éclectique, vous avez aussi travaillé dans l'immobilier, à la défense, et puis vous êtes spécialisé dans les hautes technologies et la télécommunication pour le ministère de la Recherche, à l'Élysée et à la Générale des Eaux. À Digital Corporation, vous côtoyez les apôtres du transhumanisme, dont on a vu quelques éléments hier et ce matin, un transhumanisme débridé et souvent irréaliste, parmi tous ceux qui nous promettent la mort de la mort de la mort. Vous voyez qu'on peut aller loin dans ce domaine. Et du coup, tel le Zelig de Woody Allen, vous vous réinventez sans cesse et vous nous apprenez que la fin des sachants est un fait acquis. Bon, il faudra le suivre et du coup, vous écrivez La bêtise économique, non pas pour nous révéler les limites de compréhension des économistes, mais pour décrypter les mythes de l'entreprise. Alors décryptons ensemble l'entreprise intranquille de Robert Zarader. Ancien pilier de rugby, Robert défend les causes perdues, et peut-être celles des orphelins, d'où votre soutien récent peut-être à Emmanuel Macron. Vous qualifiez pourtant la franchise, je cite votre interview du 21 avril, de peu résistante au traitement couleur de Paris Match. Et pour avoir fait le tour, je cite, des aventuriers de l'ANIAC pour la BPI en 2015, vous allez nous dire, finalement, le mode d'emploi du spin doctor. On avait quitté ce bel oiseau sous les traits d'Alistair Campbell, au service de Tony Blair et de Sa Majesté, et nous les retrouvons aujourd'hui sous votre plume. Alors, vous allez nous en proposer la définition. Est-ce que le spin doctor est un derviche à natte souple? Si tel est le cas, nous allons vous voir avec attention, tourner, vous redresser progressivement sous nos yeux et peut-être nous dire pourquoi le président ne devait pas dire ça, ou sur quelle analyse il ne devait ou ne pouvait plus se représenter. Je parle du président du Gypsy, bien entendu. Monsieur Zarader, cher Robert, la tribune est à vous, vous avez la parole. Prenez la tribune. Je vais m'asseoir. Parce que bon, j'ai pas le talent du stand-up de Maître Bensoussan. Et je vais éviter la tribune professorale. Et puis en fait, on est quand même dans un lieu qui a été occupé en mai 68, donc j'ai opté pour le sit-in. Alors, généralement, un spin doctor, quand il doit conseiller un homme politique, un homme d'entreprise, dans un colloque, il lui dit qu'il ne faut pas rater la blague introductive. Alors, la blague introductive, elle présente certains risques. Le premier, c'est qu'elle ne soit pas comprise. Le deuxième, c'est qu'elle ne soit pas drôle. Le troisième, qui est déjà arrivé dans certains colloques, c'est qu'un orateur précédent a utilisé la même blague. Et la dernière, et à laquelle je ne vais pas résister, c'est que ce soit une blague juive. Donc il a été fait référence à deux tribus, les Askénazes et les Séfarades, à diverses reprises pendant le colloque, à travers des témoignages personnels, souvent très émouvants. Et je me suis dit, quand j'étais invité ici par les organisateurs, que je remercie de l'occasion d'être parmi vous et de parler entre nous avec finalement un public que j'ai peu coutume de côtoyer, je me suis dit, tiens, la tranquillité, déni ou réalité, pourquoi il me pose la question à moi? Et puis j'ai réfléchi 2 secondes et je me suis dit, voilà, j'ai compris. L'intranquillité, pour les Askénazes, c'est une question d'analyse, une question intellectuelle. Pour les Séfarades, c'est une question de commerce. Et puis j'ai raconté la blague introductive à mon psy. Il m'a dit, mais non, il y a ceux qui font le lien des deux, les psys Askénazes, qui font à la fois du commerce et de l'analyse. Cela étant dit, je vais essayer de vous parler d'intranquillité. Et là aussi, pour favoriser le commerce, je ne vais absolument pas traiter le texte qui est dans
dans le livre, ce qui vous permettra effectivement de le découvrir en l'achetant. Et j'ai décidé finalement de commencer en complétant un propos que je vais disséquer. Ce propos, il a été tenu par quelqu'un qui a fait beaucoup, finalement, pour, notamment vis-à-vis de mes deux fils, qui ont appris beaucoup à cet égard, mais beaucoup d'autres gamins français, une formule grammaticale et syntaxique qui s'appelle l'anaphore. Donc je vais rajouter une phrase à l'anaphore « moi président ». Et cette phrase, je vais vous la disséquer après, et donc « moi président, je renonce ». Moi, je l'ai vécu, puisqu'on est entre nous, je peux parler un peu personnellement et en privé, hein, ne tweetez pas, je l'ai vécu assez intensément et finalement d'assez près, parce que, comme on ne résiste plus aux plateformes, si vous me googlisez, vous allez trouver que, effectivement, j'ai une proximité à la fois à Emmanuel Macron, mais non pas du tout parce que je crois aux causes perdues, mais parce que je suis en marche. Et j'étais très proche, et je suis encore proche du président de la République. Et donc, dans le mois de ces derniers jours, semaines, je crois qu'il y a deux éléments qui, finalement, sonnent assez bien l'un et l'autre. C'est qu'il a été aux prises avec la théorie du jeu. La théorie du jeu JEU, la théorie du jeu JE. Et en permanence, il y a eu une lutte entre ces deux théories. La théorie du jeu classique et statistique, elle est arithmétique. C'est comment un homme politique, à un moment donné, compte tenu de l'état de l'opinion, quel que soit ce qu'on puisse penser des sondages, compte tenu de sa perception, fait un calcul assez simple. Son calcul, c'est comment j'arrive à N%, en l'occurrence 25% à un premier tour d'une élection présidentielle. Est-ce que j'y arrive? Comment? Par quel jeu d'alliance? Par quel jeu d'opinion? Et puis, face à ça, il y a la théorie du jeu JE. Moi, qu'est-ce que je vais faire après? Pourquoi serais-je le premier à renoncer en exercice dans la Ve République? Pourquoi, finalement, n'irais-je pas défendre ce que j'ai fait? Et entre la théorie du jeu JEU et la théorie du jeu JE, pour le coup, celui qui est mon ami a finalement, je crois, fait le choix qui s'imposait le mieux et a fait en sorte de passer les ambitions personnelles, le désir de continuer, et à renoncer, malgré le nous qu'il y a derrière et le nous qui le poussait beaucoup à y aller. Je n'étais pas vraiment solidaire de ce nous-là. L'intranquillité, est-ce que finalement, c'est ce à quoi il renonce? Est-ce qu'il renonce à l'intranquillité ou est-ce qu'il renonce à la tranquillité? Moi, je crois, et après avoir entendu les différents orateurs hier, je n'ai pas pu assister à toute la matinée, mais une partie, et l'après-midi, qu'il est complètement, à mon avis, insoluble de régler le problème en essayant d'opposer l'un à l'autre. Je crois que dans la réalité, l'intranquillité et la tranquillité sont totalement scellées, que l'un ou l'une n'existe pas sans l'autre. Et que dans le monde politique, cette dimension est totalement hystérisée. C'est-à-dire que très souvent, on a le sentiment qu'on produit de l'intranquillité et qu'on essaie de vendre de la tranquillité. Et cette dialectique-là, qui de temps en temps change de camp, c'est-à-dire que la tranquillité passe aussi bien de l'opinion à la politique et de la politique à l'opinion. Donc elles sont, en tout cas dans l'exercice, et je conclurai là-dessus tout à l'heure sur le métier, entre guillemets, de spin doctor, elles sont largement et en permanence présentes, simplement elles changent de camp. De temps en temps, elles sont du côté du client, de temps en temps, du côté du conseil. Donc le moi, finalement, a fait en sorte que le choix a été de ne pas se présenter à nouveau à la présidence de la République. Président. Alors là aussi, si vous me googlisez, vous allez voir
qu'on me prête, à tort ou à raison, peu importe, mais d'avoir été à l'origine du président normal. Aujourd'hui, ce concept est très décrié. Alors, il est décrié beaucoup par des gens de mauvaise foi, parce que le président normal, d'abord, il était dans un contexte où il y avait un concurrent et un adversaire à François Hollande. Un concurrent, Dominique Strauss-Kahn, un adversaire, Nicolas Sarkozy, au moment du démarrage des primaires, dont je dirai aussi un mot après sur la période actuelle. Et en fait, on peut constater que Dominique Strauss-Kahn, comme Nicolas Sarkozy, avaient une relative distance à la normalité. Et cette distance à la normalité faisait effectivement que le président normal avait du sens. Le deuxième point, c'est que le président normal était bien évidemment, alors c'est après l'anaphore, l'oxymore, un oxymore bien évidemment. Le président normal, sauf peut-être qu'il a été mal compris, peut-être y compris par le premier intéressé, ça ne signifiait pas la normalité, ça ne signifiait pas prendre le train, ça signifiait autre chose. C'était simplement le résultat, à un moment donné, finalement d'une réflexion qui était assez simple, un peu la mère de toutes les réflexions de sciences politiques, celle de Kantorowicz, qui avait théorisé les deux corps du roi. Le corps souverain, le corps céleste, et le corps terrien, le corps humain. Le roi souffre mais ne meurt pas, parce qu'il est l'incarnation du royaume. Et en l'occurrence, le président normal était simplement dû à une analyse extrêmement pragmatique, pas du tout philosophique ou doctrinale, que les Français avaient envie d'élire un président terrien. Et ça s'est révélé ainsi, aussi parce que les candidats qui étaient les candidats providentiels, Nicolas Sarkozy ou Dominique Strauss-Kahn, finalement ont permis cette élection. Et aujourd'hui, à ceux qui critiquent, réanalysent de manière assez infondée ce concept de président normal, j'ai qu'une seule réponse, c'est qui a gagné en 2012. Alors maintenant, on va arriver à 2017. Qui va gagner? Alors je vais vous faire une confidence. Je pense que c'est l'incertitude qui va gagner. Depuis le moment où on m'a demandé de faire cette intervention, au premier trimestre de cette année, de mémoire à peu près, il y a eu un drame, le 14 juillet, il y a eu le Brexit, il y a eu Trump, la sortie de Sarkozy, la sortie d'Hollande, Fillon, la sortie de Renzi, l'arrivée de Valls, le départ de Macron, l'arrivée de Macron, beaucoup d'incertitudes. Et ce monde, Éric Orsena l'abordait hier, effectivement est un monde qui est régi par l'incertitude. L'économie, la société. Mais je crois qu'il faut se méfier de l'incertitude et de l'intranquillité. Hier, à différents moments, il y a eu un éloge de l'intranquillité, parce qu'effectivement, l'intranquillité, c'est la capacité à prendre des risques, c'est la capacité à relever des défis, et c'est une partie de la vie. Mais je crois qu'il faut faire attention à quelque chose, autant l'intranquillité individuelle, qu'on a vu hier à travers des parcours personnels extraordinaires, comme celui d'Anne Goscinny, l'intranquillité individuelle peut être un moteur. Mais j'ai une méfiance énorme sur l'intranquillité collective. Je crois qu'on dit beaucoup, et on a dit beaucoup, même la Française des Jeux le dit dans ses tabacs, le hasard ne se domestique pas. L'intranquillité ne se domestique pas. L'incertitude ne se domestique pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, une des craintes qu'on peut avoir, c'est que les peuples soient domestiqués par l'intranquillité. Et à travers ce qui s'est passé aux États-Unis, à travers ce qui se passe en Europe, je crois qu'il faut bien différencier, et c'est un peu pour le coup le métier souvent du spin doctor, l'intranquillité individuelle de l'intranquillité collective. On peut avoir une fascination pour des intranquillités individuelles, elles peuvent être le moteur de vie. C'est d'ailleurs largement le moteur des métiers comme ceux de spin doctor. Mais je crois qu'entre les différentes interventions qui ont eu lieu, on est à un moment
très particulier où on a le sentiment que la pensée unique et le langage dominant devient celui de l'intranquillité. L'intranquillité est la règle. Je crois qu'il faut se méfier de ça. La tranquillité n'a rien de suspect. La tranquillité est aussi un moment que Gérard Fromanger me montrait hier comme un moment important de la création artistique. C'est un moment de la vie des sociétés. Et je crois qu'à un moment donné, il y a une place pour la tranquillité. À un moment donné, il y a une place pour la tranquillité. Je dois être à peu près au bout de mon temps. Alors, je vais terminer. 3 minutes, très bien. Alors, je vais terminer par, d'abord, un conseil. Quelqu'un qui n'est pas là, mais on le reportera. Aux amateurs de corrida, aux politiques espagnols, il faut faire attention, parce que renoncer est l'anagramme parfait d'encorner. Et je crains que la primaire dont on nous parlait tout à l'heure, elle ait pris 2 visages. Elle a pris un visage, dans la primaire dite de la droite et du centre, qui est l'usage de l'ère primaire et de la pensée primaire. On est sorti d'un débat où finalement quelqu'un a été élu, pas contre toute attente, parce que beaucoup de gens avaient analysé les choses et pensaient que François Fillon était dans le core business électoral, mais où finalement, à l'issue de ce débat, on parle d'IVG, de remise en cause du mariage pour tous, de questions de société, de suppression de fonctionnaires. Et ce débat, il n'est pas seulement symbolique de la droite ou de la gauche, mais il est surtout symbolique du conservatisme. Donc on a d'un côté l'ère primaire pour la primaire de droite. Et la primaire de gauche, c'est qu'on a l'école primaire. Le surveillant général s'est absenté, ou en tout cas est dans la salle de permanence, et la salle de récréation est pleine de conflits. Je crois que les Français ont depuis longtemps le regard posé sur la salle de récréation. Et je crois que l'incertitude, certains pourraient la payer du prix fort. Et je vais terminer juste par une citation. Alors là, je lis, on m'avait donné des consignes de ne pas lire, ce que j'ai respecté jusqu'à maintenant. Donc là, je lis parce que je ne veux pas trop dévoyer la citation. Alors, ce n'est pas par mimétisme avec Macron que je fais des citations. C'est un propos qui est prêté à John Cage et que je vous invite à écouter comme il l'a dit dans une interview, mais à réinterpréter dans le monde politique et à réinterpréter au regard de la déclaration récente du président de la République. Quand tu commences à travailler, tout le monde est dans ton studio. Le passé, tes amis, tes ennemis, le monde de l'art. Et plus que toute autre chose, tes propres idées. Tout le monde est là. Mais au fur et à mesure que tu poursuis ta peinture, il commence à partir, un à un, et te laisse complètement seul. À cet instant, avec un peu de chance, toi-même tu pars. Merci. Là, on est rentré, j'allais dire, dans une forme d'intranquillité assez spécifique. On a envie de tweeter, hein. Je vous préviens, Robert, parce que la primaire de gauche, c'est l'école primaire. Une classe 100 mètres, ça fait envie. Par rapport à nos débats, ce qui est intéressant, c'est que ça montre aussi comment on a vous l'avez dit, des périodes d'intranquillité. Et il me semble que justement, les périodes électorales sont des moments où on a une espèce de tension particulière. Les discussions s'animent, elles se transforment. Et au fond, ça pousse un peu chacun d'entre nous à essayer de se redéfinir. Alors que dans les périodes où les élections sont lointaines, eh ben, on a tendance à vivre sans trop se poser les questions de ces positions.